Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Sumiko Seto, président de l'Association française au Japon. Dans une perspective de la poursuite de la paix dans le monde, à travers les philosophies de la Renaissance française, poussant la culture, la fraternité et le français, notre série de l'entretien de M. Matsuura avec des personnalités étrangères se continue. Cette fois-ci, c'est avec l'ambassadeur de Djibouti. Veuillez bien noter que cet entretien sera diffusé sans tarder en vidéo. Aujourd'hui, nous nous faisons un grand plaisir de tenir un entretien entre son Excellence ambassadeur djiboutien au Japon, M. Ahmed Araita Ali, et M. Koichiro Matsuura, notre président d'honneur de la Renaissance française au Japon. Avant de commencer, je vous présente ces deux intervenants de façon succincte. Tout d'abord, M. Koichiro Matsuura. Tous les Japonais savent qu'il a été le 8e directeur général de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il est originaire du département de Yamaguchi. En 1959, il est entré au ministère des Affaires étrangères. Il a été le ministre délégué en tant que Sherpa du sommet de G7. Puis, il a été nommé ambassadeur du Japon en France en 1994. Ensuite, entre 1999 et 2009, il a assumé le poste de 8e directeur général de l'UNESCO. C'était vraiment le premier directeur général asiatique. Sa contribution sur la réforme de l'UNESCO est largement connue mondialement. De retour à Tokyo, il est devenu le président de la maison franco-japonaise à Ebisu en 2010. Il est diplômé de doctorat de l'université de Ritsumeikan en 2011. Il est aussi le co-président du comité consultatif de la maison de la culture du Japon à Paris depuis 2012. Il vient de publier son livre sur sa vie depuis son enfance jusqu'à nos jours. C'est éditeur de Nippon Keizai Shimbun. Son Excellence ambassadeur de la République de Djibouti au Japon, M. Ahmed Araita Ali, il est né à Randa, dans la région Tajura, après avoir été le professeur d'histoire et de géographie et le principal du collège Buraos. M. Ali est nommé directeur des affaires pédagogiques à la direction générale de l'éducation nationale. Et en 1997, comme conseiller du ministère de l'Éducation nationale, de technique principale, le président de la Commission nationale de la réhabilitation dans le PNUD. PNUD, c'est le Programme des Nations Unies pour le développement. Puis, il a été nommé directeur général du projet Fonds social de développement à la Banque africaine de développement. En 2004, il a été nommé ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire itinérant, chargé en même temps de voler NEPAD, New Partnership for Africa's Development,
et le mécanisme d'éducation au ministère des Affaires étrangères. C'est en 2008, il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti au Japon. Il prend en même temps le poste de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire dans 9 pays suivants: la République de la Corée, les Philippines, le Singapour, la Commonwealth d'Australie, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Il possède des diplômes notamment sur la formation de la négociation, la gestion des conflits et le management de gestion de projets. Il a été ainsi en charge de plusieurs stages de formation tels que administration sportive, la formation chef d'établissement à Condorcet à Paris, le cours de stratégie de la réduction de la pauvreté à la Banque mondiale et la Banque africaine, les cours de microfinance, les relations internationales à Paris et la formation de mécanismes d'évaluation à CEUA, Commissariat d'énergie atomique. En parlant afar comme sa langue maternelle, il parle français, anglais, arabe et amharique. Il a donné aussi beaucoup de conférences sur l'éducation nationale aux instances internationales comme ADUA, Association for Development in Africa, à l'Assemblée générale de HEL, etc. Il écrit souvent des rapports sur le bilan et perspectives. Ainsi, il a été très actif dans la publication académique. Enfin, il a eu l'ordre de palmes académiques français et la grande étoile de Djibouti. Maintenant, je donne la parole à M. Matsuda, qui va diriger cet entretien. Merci. Oui, bonjour Madame et Messieurs. Monsieur Matsuda, je suis très heureux d'avoir cet entretien avec vous. Vous êtes au Japon depuis plus de 10 ans. Certainement, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer à plusieurs reprises avant de venir au Japon, puisque j'étais, comme monsieur Seto a dit tout à l'heure, ambassadeur japonais à Paris, mais à ce titre, à cette époque, j'étais aussi ambassadeur auprès de Djibouti. Et donc, à cette époque, comme ambassadeur japonais au Djibouti, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs reprises. Donc, je suis très content d'avoir cet entretien avec vous pour raconter comment la coopération entre Djibouti et le Japon se développe ces derniers temps. Dans ce contexte, je voudrais vous indiquer que j'ai eu mon premier contact avec le Djibouti au cours de 1988. Quand j'étais le directeur général pour la coopération au sein du ministère des Affaires étrangères à Tokyo. Et à cette époque, le gouvernement de Djibouti a ouvert l'ambassade, son ambassade à Tokyo, et a nommé M. Farah comme le premier ambassadeur de Djibouti au Japon. Et pour ma part, j'ai voulu indiquer au gouvernement de Djibouti, aussi au peuple de Djibouti, et que le peuple japonais a beaucoup d'amitié pour le peuple de Djibouti, et aussi que le peuple japonais est très content d'avoir l'ambassade de Djibouti ouverte à Tokyo. Donc, comme le symbole de notre amitié, j'ai voulu donner un petit don japonais. J'ai consulté l'ambassadeur Farah.
quel type d'assistance le peuple de Djibouti veut recevoir du Japon comme le symbole de l'amitié entre les deux peuples. L'ambassadeur Farah nous a indiqué que maintenant Djibouti a un port très important, non seulement pour Djibouti mais pour d'autres pays voisins. Et quand même beaucoup de bateaux viennent, mais quand même ces bateaux ne peuvent pas se débarrasser des valises, bagages directement au quai de port. Donc on a besoin de petits bateaux entre ces grands bateaux et le port. Et donc on a décidé de donner aux Djibouti deux petits bateaux comme le symbole de l'amitié entre les deux peuples. Et j'ai eu l'honneur de signer cet accord de la première coopération entre Djibouti et le Japon dans mon bureau au Ramsho, au ministère des Affaires étrangères, avec l'ambassadeur. C'était mon premier contact. Et aussi, rétrospectivement, on peut dire que c'était la première étape que les deux pays ont prise pour commencer la coopération, pour commencer le rapport de coopération entre les deux pays. Et puis, j'ai été nommé ambassadeur japonais en France, mais en même temps au Djibouti. Et donc, j'ai eu l'honneur d'aller au Djibouti en 1995 pour présenter mes lettres de créance au premier président de Djibouti, M. Goulet. J'ai eu l'honneur d'avoir cette rencontre. C'était le commencement de ma coopération avec le peuple de Djibouti et aussi mon amitié personnelle vers le président Goulet. Oui, donc voilà ce qui s'est passé. Mais j'ai beaucoup de choses à dire au cours de mon mandat de 5 ans et demi en tant qu'ambassadeur japonais auprès de Djibouti. Rétrospectivement, pendant cette période, le Djibouti et le Japon ont renforcé sa coopération énormément. Et dans ce contexte, je voudrais exprimer mes remerciements sincères au gouvernement de Djibouti et aussi au peuple de Djibouti pour le soutien que le Djibouti m'a donné comme le premier pays africain à ma candidature pour le poste de directeur général de l'UNESCO. C'était en 1998, c'est-à-dire j'ai décidé, avec le soutien du gouvernement japonais, de présenter ma candidature pour le poste de directeur général qui devra commencer en novembre 1999. Donc j'ai présenté ma candidature à peu près un an et demi avant. Et on a contacté beaucoup de pays pour obtenir le soutien, beaucoup de pays africains notamment. Et le Djibouti était le premier pays africain qui m'a donné son soutien. Donc je l'apprécie beaucoup. Et puis j'ai fait ma première visite au Djibouti en tant que directeur général de l'UNESCO en 2003 pour exprimer mes remerciements, mais aussi pour essayer de renforcer cette fois-ci la coopération entre le Djibouti et l'UNESCO. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le deuxième président de Djibouti, M. Gallet, mais j'ai eu l'honneur et aussi le plaisir de rencontrer le premier président de Djibouti, M. Goulet,
qui était déjà en doute, mais quand même qui était en bonne santé. Et il m'a reçu dans sa résidence privée. Une conversation assez longue qui m'a donné un grand plaisir. Mais je n'ai pas parlé trop longuement et je voulais vous demander, monsieur l'ambassadeur, parce que vous avez fait beaucoup de choses quand vous étiez au Djibouti et avec plusieurs postes importants, mais vous êtes venu au Japon comme le deuxième ambassadeur du Djibouti et comme le successeur de M. Farah il y a plus de 10 ans. Et vous avez beaucoup travaillé pour renforcer la coopération et l'amitié entre le Djibouti et le Japon. Donc je voulais vous demander de raconter un peu ce que vous avez fait pendant cette période. Merci, Excellence. Je voudrais vraiment remercier aussi les organisateurs, la Renaissance, et puis tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis que je vous rencontre aujourd'hui, qu'on ait cet entretien. Vous êtes très connu à Djibouti en tant qu'ambassadeur du Japon qui a couvert notre pays, et jusqu'aujourd'hui, le peuple de Djibouti est reconnaissant au peuple japonais, et surtout vos initiatives ont fait que, encore aujourd'hui, on parle de vous à Djibouti en tant qu'ambassadeur, mais en tant qu'aussi quelqu'un qui a vraiment insufflé quelque chose de nouveau au niveau de l'UNESCO en mettant en relief la diversité culturelle. Et ça, c'est au niveau mondial, c'est au niveau international. Et je suis très fier que nous puissions aujourd'hui aussi nous entretenir par rapport aux relations, non seulement entre Djibouti et le Japon, mais sur le plan international. Et un des éléments d'identité, n'est-ce pas, qui nous permet de discuter aujourd'hui, c'est la langue française aussi. Et c'est pas par hasard que c'est la Renaissance aussi qui soit là pour que nous puissions discuter. Et pour votre question, moi c'est vrai, je suis là depuis plus d'une dizaine d'années, mais les années passent trop vite au Japon. Donc j'ai vécu pas mal de choses, j'ai rencontré pas mal de gens, et mon travail a été facilité par aussi le fait que je pense que Djibouti et la République de Djibouti et le Japon ont en commun des valeurs, c'est-à-dire des valeurs de solidarité, des valeurs de paix. Nous croyons beaucoup à la paix, et je pense que dans cette région du monde, ce n'est pas par hasard que Djibouti soit en paix, c'est parce que le peuple de Djibouti a toujours œuvré pour la paix. Et le peuple japonais a aussi apporté son soutien à notre politique qui est menée par le président Ismaël Omar Guelleh, que vous avez rencontré à plusieurs reprises, et qui lui est vraiment l'artisan de cette paix. Depuis déjà une vingtaine d'années, Djibouti s'est construit et le Japon a beaucoup apporté. Et moi j'ai tendance à dire que pour moi ces 10 dernières années, ça a été une école de la vie. Et j'ai apprécié les gens, j'ai apprécié la nature, j'ai apprécié aussi les rencontres dans leur ensemble, aussi bien les discussions avec des lycéens qu'à l'université en tant qu'ambassadeur, aussi bien que aussi comment ce qu'on appelle people to people diplomatie, en rencontrant le peuple japonais, en organisant des festivals, aussi bien Hibiya Park à Yokohama, etc. Et ça a été, moi qui suis de l'enseignement initialement, ça a été la meilleure des écoles pour moi. J'ai connu de plus en plus l'Afrique ici, l'Asie ici, et l'Europe ici, parce que tout le monde se retrouve au soleil levant, au Japon, comme on le dit si bien. Et voilà, je vais partir, mais le cœur serré, et puis en me disant qu'aujourd'hui le monde est un village planétaire, et que même si ça semble lointain, on peut revenir, malgré cette situation de Covid, qui, j'espère, va bientôt prendre fin. Et la meilleure des choses que je voudrais aussi mettre en relief, c'est que ma fin de mission coïncide avec les Jeux Olympiques.
c'est comme si le Japon avait organisé pour mon départ une fête, une fête mondiale, internationale. Et c'est avec ces images qui est le langage universel qui est le sport que j'ai créé. Voilà un peu la photographie de la situation, si vous voulez, par rapport à votre question. Oui, monsieur l'ambassadeur, pour ma part, alors, je vais rendre encore une fois un hommage particulier à ce que vous avez fait comme ambassadeur de Djibouti, afin de renforcer le dialogue et la coopération entre les deux pays. Et c'est un peu dommage que vous allez nous quitter. Et quand même, je suis sûr que avec beaucoup d'expérience au Japon, vous allez continuer de faire des contributions importantes au renforcement du dialogue et de coopération entre les deux pays. Et je voudrais vous indiquer aussi, et bien que je ne connais pas les activités de tous les ambassadeurs à Tokyo, vous êtes définitivement l'un des ambassadeurs les plus actifs à Tokyo, et vous avez fait beaucoup de voyages et à beaucoup de villes japonaises. Vous avez fait beaucoup d'amis japonais, et je sais que tous les amis japonais que vous avez fait apprécient ce que vous avez fait jusqu'ici, et comme je le fais. Et donc, dans un sens, on regrette votre départ, mais quand même, je dois dire que vous êtes ici depuis plus de 10 ans et on fait beaucoup de contributions au renforcement des rapports et de coopération entre le Djibouti et le Japon. Vous définitivement méritez de recevoir de remerciements sincères de peuple japonais. Mais pouvez-vous me donner, si possible, 2 ou 3 exemples concrets qui indiquent ce renforcement de coopération entre le Djibouti et le Japon? Oui, entre Djibouti et le Japon, vous savez, le Japon, comme vous l'avez si bien dit, déjà, vous avez commencé par un don à Djibouti. À l'époque, vous étiez à la coopération, c'était le moyen de transport. Et le moyen de transport, je pense, ça a un impact direct sur les populations, de la capitale vers les régions, etc. Et la TICAD, qui a commencé en 1993, et je pense un mécanisme, est une entité qui se différencie des autres coopérations. Et à travers cette coopération, Djibouti a bénéficié de dons japonais, ce qui singularise la TICAD, c'est-à-dire Japon-Afrique, c'est que c'est basé sur l'appropriation et le partenariat. Donc le besoin émane de la base. Et je pense que tout ce qui a été apporté, qui symbolise vraiment la coopération Japon-Djibouti, c'est par exemple le lycée Fukuzawa. Le lycée Fukuzawa déjà a bientôt 30 ans. Et pourquoi Fukuzawa? Il y a des gens qui ne connaissent pas, mais Fukuzawa a été le président de Keio. Et moi, en arrivant ici, la première des choses que j'ai vues aussi, c'est que sa photo était sur le 10 000 yens. Et j'ai retrouvé Fukuzawa. Donc, vous voyez, c'est symboliquement important quand même. Et dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine du transport, le Japon a beaucoup fait. Il y a aussi le ferry boat qui a été construit à Aomori pour Djibouti, en plus de Fukuzawa. Il y a des routes qui ont été aussi
n'est-ce pas, réalisés aussi bien dans la capitale que sur le plan régional. Là, par exemple, on a une portion qui fait Djibouti-Éthiopie et que le Japon a rapidement fait faire à ces... Donc, tous les projets basés sur le besoin des gens, des populations, ont été réalisés par les Japon, et les populations djiboutiennes sont très reconnaissantes de ces apports. Et je pense que le transfert des compétences, l'assistance technique, les jeunes qui viennent ici dans le cadre d'AB Initiative, les jeunes qui viennent à la JICA, qu'ils soient de la santé, de l'éducation, etc., chaque année, là, ce sont des ponts réalisés entre le Japon et Djibouti, sur lesquels j'ai essayé moi-même aussi, après mes prédécesseurs. Il y a eu Rachad Farah, et après Rachad Farah, nous avons eu Ismaël Goulal, qui lui n'est pas resté aussi longtemps, mais nous avons essayé de consolider en quelque sorte ces acquis, et ça continue, et je suis sûr que ça continuera pour de bon, puisque Djibouti aujourd'hui a au Japon aussi bien des contacts privilégiés et des relations privilégiées après Fukushima avec Minami Soma, et aussi bien sa propre chancellerie à Tokyo, qui fait que c'est une relation qui va aller des décennies ou des centaines d'années à venir, j'espère. Oui, M. Massa, tout ce que vous venez de dire, ils sont très importants, comme l'indication des projets concrets de coopération entre Djibouti et le Japon. Et heureusement, nous étions impliqués directement ou indirectement dans ces projets, dans tous les projets que vous venez de mentionner. Mais là, le lycée Fukuzawa continue d'être le symbole de coopération importante entre le Japon et le Djibouti. Je me souviens clairement au cours des visites que j'ai faites en tant qu'ambassadeur japonais, j'ai visité un endroit dans la banlieue de la capitale où on a indiqué qu'on va construire une école. À cette époque, on n'a pas nommé le nom, et puis après la construction, faite, j'ai eu l'honneur d'assister à l'ouverture de cette école. Là, on m'a indiqué le nom, Fukuzawa. Ça m'a fait grand plaisir. Et je suis très content que cette école est aimée par beaucoup de jeunes égyptiens. Et certainement, la dernière visite que j'ai faite au Djibouti est 2003, comme j'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, ça fait déjà presque il y a 20 ans. Mais quand même, je me souviens clairement des bâtiments d'école construits là, qui portent le nom de Fukuzawa. Et je suis très content. Beaucoup de jeunes égyptiens aiment aller à cette école. Et cette école va rester le symbole de coopération entre l'Égypte et le Japon. Et ça me fait grand plaisir. Nous avons aussi vous savez, les gardes-côtes qui ont été mis en place à Djibouti, et c'est sûr, et c'est accompagné par le gouvernement japonais. Et donc les gardes-côtes dépendent du ministère du Transport. C'est un peu civil, ils ne dépendent pas de... Et donc du coup, pour la sécurité aussi bien des gens qui essayent d'immigrer, passer de Djibouti de l'autre côté en Arabie Saoudite à travers le Yémen, etc. Ces hommes et femmes équipés et puis en
même temps qui sont formés par la partie japonaise, jouent un rôle très important pour sauver des vies et en même temps aussi accompagner, n'est-ce pas, les gens, les immigrants surtout, qui essayent de vivre ailleurs, etc. Donc, il y a aussi la radio-télévision qui a été en premier équipée par le Japon. Donc, si je me mets à énumérer tout ce que le Japon a fait, ça va faire beaucoup, mais c'est surtout des secteurs prioritaires touchant aux gens les plus vulnérables. Et aujourd'hui, ce sur lequel aussi on essaie de travailler, c'est l'énergie. Parce que vous savez, Djibouti est un pays qui a le soleil toute l'année. Et l'énergie solaire est aussi, comme l'énergie géothermique, un domaine dans lequel le Japon nous accompagne aussi. Monsieur Maten, je veux citer un autre exemple de coopération entre le Djibouti et le Japon. Vous savez que le Djibouti a la gentillesse d'accepter l'établissement d'une base militaire pour les forces d'autodéfense japonaises. Le but est de sécuriser les bateaux japonais aussi, les bateaux d'autres pays contre l'attaque des pirates. Oui. Donc il y a beaucoup de rapports dans la presse japonaise référant au rôle des forces d'autodéfense japonaises contre les pirates basés au Djibouti. Dans ce contexte, le nom de Djibouti est beaucoup mieux connu au Japon. C'est pourquoi que le Premier ministre Abe lui-même a fait une visite officielle au Djibouti pour exprimer l'appréciation du Japon vis-à-vis du peuple du Djibouti et pour cette coopération. Exactement. Je pense que avec le Premier ministre Abe, il y a eu encore plus de développement, de relations. La présence de JETAI, c'est-à-dire les forces de défense, s'explique par la recherche de l'amélioration des conditions de circulation des marchandises, de tout ce qui passe par Bab el-Mandeb, l'océan Indien et la mer Rouge. Et je suis très heureux d'avoir participé à la réalisation de cette facilité du Japon à Djibouti. Il y avait sûrement d'autres candidats, des pays qui sont aussi bien placés, mais le Japon a opté pour Djibouti et Djibouti, nous sommes fiers d'accueillir cette force parce que la piraterie a énormément baissé et aujourd'hui il n'y a plus de pirates. Mais la force, la présence des JETAI à Djibouti est dissuasive et les pirates peuvent revenir à tout moment. Donc du coup, le fait que ça continue, c'est aussi bien pour la paix dans la région, mais sur la paix internationale. Et c'est ça l'importance. Sur 30 000 bateaux qui passent par la mer Rouge, par Djibouti, il y a plus de 5 000 qui sont japonais. 30 000 bateaux de marchandises, le canal de Suez. Oui, par an. Qui passent, oui. Et il y a 5 000 qui sont japonais. Donc du coup, la présence japonaise s'explique bien. Et du coup, Dieu merci, aujourd'hui, ça a été dissuasif et la piraterie est en train de baisser. Et les JETAI, ils ne sont pas là que pour ça, mais en même temps, sur le plan associatif, ils ont des activités sociales. S'il y a eu des inondations, ils interviennent dans des écoles, ils interviennent pour autre chose aussi, dans le domaine de la santé ou autre. C'est pour ça que c'est un instrument de développement très important entre nos deux pays, et non seulement entre nos deux pays, mais au niveau de la région. Et nous espérons que
ça va continuer. Comme vous savez qu'il n'y avait pas d'ambassade de japonais à Djibouti, il y a aussi une ambassade. Nous sommes très fiers d'avoir une ambassade japonaise. Il n'y avait pas la JICA, nous avons aussi JICA. Nous avons donc ces trois instruments, le JETAI, etc., qui font que les relations se consolident entre nos deux pays et notre pays bénéficie de l'expertise, du savoir-faire du Japon et nous espérons que ça va continuer encore. Monsieur l'ambassadeur, comme j'ai dit plusieurs reprises, j'étais très content d'être en même temps ambassadeur japonais non résident au Djibouti. J'ai fait plusieurs visites au Djibouti à ce titre. Néanmoins, je me suis dit, malheureusement, le Djibouti est un peu loin de Paris. C'est pas facile d'y aller assez souvent. Donc, j'ai recommandé au gouvernement japonais à plusieurs reprises. Il faut établir une ambassade japonaise au Djibouti. Et finalement, ça a été réalisé et ça m'a fait grand président du Japon à une ambassade dirigée par un ambassadeur. C'est très important, très important. Oui, et vous avez fait référence à la présence de JETAI au Djibouti. Et je sais que tous les soldats japonais qui étaient là apprécient énormément l'accueil très amical qu'ils ont reçu de la part du peuple de Djibouti. Tous les soldats japonais, je ne connais pas, donc quand même, je sais qu'ils apprécient énormément l'amitié accordée. Il revient au Japon avec une belle mémoire de leur séjour au Djibouti. Le peuple djiboutien, bien sûr, apprécie. Personnellement, en tant qu'ambassadeur ici, j'étais le vice-doyen du groupe africain. Il y a 38 ambassades ici et il y a ce qu'on fait en bilatéral, il y a ce qu'on fait collectivement. Et je pense que cette philosophie, cette approche, cette stratégie du Japon est appréciée au niveau du continent africain dans son ensemble. Et c'est ça qui fait, je pense, aussi la différence quand on voit que ça soit ce qui est maintenant initié dans le domaine de l'économie bleue, par exemple, en utilisant la mer. C'est vrai, la mer est là, elle est riche, elle est pleine, mais qu'est-ce qui manque? C'est le savoir-faire. Et je pense que le Japon vient avec ce transfert de compétences. Et puis, il y a le chômage, il y a énormément de chômeurs, aussi bien à Djibouti qu'ailleurs, etc. Que faire? Il faut créer des emplois. Donc le Japon est bien avec non seulement un savoir-faire qui permet de créer des emplois pour des jeunes, etc. Et moi je pense qu'il faudrait, à mon avis, continuer, et non seulement continuer ainsi, et rendre visible encore plus ce que le Japon apporte. Et parce que cette visibilité, à mon avis, manque. Et pourquoi ça manque? Parce que, ma foi, je pense que la nature du japonais, ce n'est pas de crier je fais ceci, je fais cela. C'est ça aussi. Et comment le faire? À mon avis, il faut que la langue japonaise soit enseignée. Il faut que la presse japonaise mette en relief ce qui est fait et qu'on développe d'autres secteurs, le tourisme par exemple, le package. Vous allez à Djibouti, vous allez en même temps au Kenya, en Éthiopie, dans la région. Et la présence de JETAI, à mon avis, a permis aussi d'attirer des familles, attirer des amis, attirer, comme la présence de JICA, comme la présence des volontaires japonais, etc. Et il y a une dynamique qui est créée au niveau bilatéral, au niveau régional, au niveau continental,
qu'il y a lieu, à mon avis, de continuer et de multiplier, non seulement au niveau du Japon, mais en entraînant même les autres. Parce que cette stratégie, cette philosophie d'appropriation, c'est un peu un concept japonais. J'ai pu être ici aussi avec la princesse Takamado sur le Japan through Diplomat Eyes, le Japon à travers les yeux des diplomates étrangers. Donc, avant de partir, j'ai fait une proposition qu'elle a accueillie favorablement, dire d'accord, l'année prochaine, ce sera la 25e année de Japan through Diplomat Eyes que le prince Takamado avait initié à l'époque. Pourquoi ne pas faire la même chose en prenant Djibouti, puisque je connais ce concept, et disant Djibouti à travers les yeux des diplomates japonais. Ils prendraient en photo la vie quotidienne, ils prendraient ce qui s'est fait, ce qu'il y a de mieux, pour casser le stéréotype que les médias véhiculent par rapport à l'Afrique, en commençant par le Japon, étendre cela à l'ensemble de l'Afrique, et pourquoi pas exposer au Japon, pourquoi pas exposer lors de la TICAD, etc. Donc des idées de visibilité de ce genre-là et de la mise en relief de l'apport japonais et qui font que, à mon avis, ce sont des chemins aussi à explorer et qu'il faudrait que l'on puisse voir. Parce que l'image du continent donnée par les médias, pas seulement japonais, pas au niveau du Japon, mais dans le monde, en général on parle de la guerre, on parle d'Ebola, on parle de la famine, mais il y a tellement de choses positives qui se font que les diplomates japonais pourraient mettre en relief. Et ça a été, je pense qu'on va aller dans ce sens. Oui, Michel, vous avez évoqué effectivement beaucoup de points très très importants. Je suis tout à fait d'accord avec tous les points que vous avez évoqués. L'un des points à mes yeux très très important, c'est qu'on a réussi à établir un très bon modèle de coopération entre un pays africain et le Japon, et dans le contexte de rapport entre Djibouti et le Japon. Et ça devrait être un modèle pour d'autres pays africains. Comme vous avez dit tout à l'heure, de la part du Japon, il faut faire peu d'efforts afin de donner la publicité à cette coopération bilatérale entre le Djibouti et le Japon comme un bon modèle de coopération entre un pays africain et le Japon. Ça, c'est ce que le Japon doit faire. C'est ce que le Japon doit s'efforcer de renforcer. L'un des membres fondateurs du Conseil, et je crois qu'il y a lieu d'élargir non seulement au bilatéral. Moi je suis là en tant qu'ambassadeur de Djibouti, mais même au niveau avec le groupe arabe, de quelle manière travailler, n'est-ce pas, et avec le groupe francophone. Et quand on a mis en place le Conseil pour la francophonie, ce qu'on s'est dit, n'enfermons pas ce conseil au niveau seulement des ambassadeurs, ouvrons-nous aux associations, ouvrons-nous aux universités, essayons de devenir une instance fédératrice qui permette au Japon de montrer ce qui est possible de partager avec le monde. Et je pense que ça va dans le sens que vous dites, et c'est ainsi que, à mon avis, il faudrait que ce genre d'initiative que vous prenez là, ou bien autre, mettent en lumière
j'allais dire, le génie japonais, parce que la diplomatie culturelle, c'est ce qui permet en quelque sorte de faire véhiculer, n'est-ce pas, des valeurs. C'est la diplomatie culturelle, c'est la diplomatie d'influence. C'est pas à vous que je l'apprendrai. Vous l'avez mis en relief à l'UNESCO, vous continuez ici même à le faire, monsieur l'ambassadeur, et je crois que les jeunes générations vont devoir s'en inspirer. Et personnellement, j'essaie de laisser aussi un petit héritage en écrivant mes années au soleil levant à l'ombre du drapeau de Djibouti. Et ce que je suis en train de dire, je l'exprimerai aussi pour que ça puisse aller au-delà d'aujourd'hui. Et je ne pouvais mieux donc mettre en relief cela que en rencontrant vous qui êtes le père de la diversité culturelle pour moi, et qui avez au niveau mondial démontré que le rôle du Japon est important. Et c'est une très bonne occasion pour moi. Oui, en vous écoutant, je suis arrivé à me convaincre encore une fois que le Japon est très très heureux d'avoir un vrai ami dans le pays de Djibouti. On l'apprécie beaucoup. Et peut-être vous n'avez pas tort de dire que le Japon doit faire peu de publicité, donner de publicité à cette coopération bien établie entre Djibouti et le Japon. Monsieur, j'apprécie beaucoup vous amener avec vous les drapeaux comme ça, le drapeau de Djibouti, le même ici. Ah oui, d'accord, le drapeau de Japon, oui. Ça me fait bien plaisir de voir les drapeaux ensemble comme ça. Voilà. Nous partageons le blanc et le rouge. Le blanc, c'est la paix. Voilà, c'est ça qui sort, n'est-ce pas? Et bien sûr, dans le blanc, vous avez sur le drapeau de Djibouti le vert qui représente aussi n'est-ce pas, la nature, et le bleu qui représente la mer, l'océan, etc. Donc c'est pour ça que ça symbolise et on a des points communs. Au milieu, vous avez une étoile en rouge. Dans le drapeau japonais, on a le soleil en rouge au milieu. Exactement. Bah, vous êtes le soleil levant du monde. Nous sommes le soleil levant d'Afrique. Ah oui, c'est Djibouti. Et j'ai tendance à dire très souvent, Djibouti, c'est dans la corne de l'Afrique, c'est l'œil de l'Afrique. Ah oui. Donc du coup, il y a pas mal de points communs. Exactement. Bon, en tout cas, monsieur, merci beaucoup pour cet entretien. Je suis sûr que mes collègues qui sont à côté, ils sont tous plaisir. On apprécie beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc, monsieur l'ambassadeur, vous m'avez dit tout à l'heure, au cours du déjeuner, vous allez revenir au Japon en 2022. Et en tout cas, j'espère que vous allez continuer d'être très actif, comme quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, beaucoup de contributions au renforcement entre un pays africain et le Japon. Donc, avec ces expériences, vous allez continuer de travailler dans le même domaine, de renforcer la coopération entre l'Afrique et le Japon. Merci bien, Excellence. Je ne peux que vous remercier aussi et vous dire que je reviendrai. Et ce qui va me faire revenir aussi, c'est Minamisoma. Minamisoma, où en 2011, je me suis rendu alors que la terre tremblait, que la radiation était élevée, où Djibouti dispose d'un monument aujourd'hui qui symbolise la solidarité entre nos deux pays. Et ce fut
un agréable moment de discussion avec vous et j'espère vous voir tous à Djibouti aussi. Vous êtes tous les bienvenus, j'y serai. Et c'est dommage que je suis le seul entre nos amis ici et qui a visité Djibouti, n'est-ce pas? Donc je dois recommander à mes amis japonais qu'ils visitent le Djibouti. Exactement. N'hésitez pas à venir voir Djibouti. Donc, et je serai là en tant que, pas ambassadeur du Japon, mais en tout cas l'ami du Japon, parce qu'il y a déjà un ambassadeur. Merci beaucoup. Merci.